Donc c'est un sujet assez général sur la météorologie que vous avez ? Alors du coup, pour notre TPE, on a décidé de choisir ce sujet-là parce que c'est un truc qui nous intéressait vu qu'on voit ça à la télé, on suit vachement la météo et qu'il y a aussi beaucoup de questions par rapport à ça, la fiabilité, etc. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette question. Non, c'est intéressant. Et puis en plus c'est un sujet assez, d'un côté c'est assez resserré mais large parce qu'on peut parler de tout ce qui est équations, les erreurs, etc. Donc c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers vous pour avoir vraiment plus d'explications. Non, mais pas de souci. Puis vous avez besoin d'avoir un entretien pour votre TPE quand même, voilà, cité. Alors, vous vouliez parler au départ des calculs et des équations utilisées. Oui, voilà. Alors je ne vais pas aborder les équations avec vous directement parce que vous êtes largué. Vous êtes en première S, c'est tout, d'accord. Vous avez un cursus scientifique, vous les verrez peut-être plus tard. On nous a déjà dit, les professeurs, que c'était entre l'atmosphère et l'océan. On nous a dit que c'était pas possible d'avoir une grosse précision par rapport aux équations. On pourrait pas. En restant simple, on va dire que l'océan et l'atmosphère sont deux fluides qui répondent aux mêmes équations qui sont les équations de la mécanique des fluides. Et ces équations, elles ont quand même une grande particularité. Alors entre l'océan et l'atmosphère, c'est les mêmes équations, mais dans toute équation, il y a des constantes. Et les constantes ne sont pas les mêmes. Je dirais qu'une particule d'air pour faire le tour de la planète, si elle la faisait, elle peut revenir au même endroit, elle mettrait 15 jours, alors que dans l'océan, c'est plusieurs milliers d'années. Donc en plus, il y a des continents, il y a moins de lignes droites pour aller d'un point à un autre. Donc ça va beaucoup moins vite avec l'océan. Ces équations, elles ont quelque chose de particulier, c'est qu'elles n'ont pas de solution. Il y a toujours des petites choses en physique qu'on ne calcule pas, qu'on néglige, parce qu'on ne sait pas le calculer quelque part. Et donc, il va falloir simplifier tout ça. Donc, si on simplifie, on perd de l'information. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas précis, mais ça veut dire qu'on n'a pas la solution exacte. C'est une première source d'erreur, la météorologie n'est pas une science exacte. Alors après, c'est par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Ça, c'est le grand lien sur les calculs. Donc, pour arriver à faire des prévisions, avant de connaître le temps qu'il va faire, il y a un truc essentiel à connaître. En fait, la météorologie, il y a 3 activités, je vous en parlais. Moi, je viens de vous dire que pour avant de connaître le temps qu'il fait, il faut observer et mesurer. Ça veut dire déterminer l'état de l'atmosphère à un instant T, au moment où on va lancer un modèle. La prévision, c'est d'anticiper son état futur dans l'atmosphère et essayer de reconstituer le puzzle du temps qu'il fera. Et la troisième temps, c'est la climatologie. On a mesuré, on en fait des bases de données, et c'est l'étude du temps passé. Climatologie, c'est l'art des statistiques, des moyennes, des normales saisonnières, des changements climatiques. Donc c'est une autre façon d'aborder le système. Mesure. On a des stations au sol, environ 3000 en France. On va faire des mesures assez classiques dans des conditions bien précises, puisqu'on doit mesurer partout au maximum de la même façon pour pouvoir comparer. Donc les paramètres de base, je dirais au sol, vont être la température, l'humidité de l'air, le vent, les précipitations, que ce soit sous forme de pluie ou sous forme de neige, la pression atmosphérique. Et d'autres capteurs qui sont un peu plus exotiques, qui sont moins présents, qui vont mesurer le rayonnement, la hauteur de la base des nuages, la visibilité, des capteurs automatiques de temps présent, qui va pouvoir dire s'il pleut ou s'il pleut pas. Et je ne parle plus des observations humaines, parce que c'est terminé, mis à part sur quelques plateformes aéronautiques. Autre façon de mesurer, qu'est-ce qui va se passer dans l'atmosphère? Donc on a tout un réseau de ballons-sondes, qui sont maintenant en partie automatiques. En fait, c'est des petites sondes qu'on envoie dans l'atmosphère, qui vont faire des mesures de pression, température, humidité, et qui vont se déplacer avec le vent tout au long de leur montée. On va en faire régulièrement pour essayer d'avoir une coupe de l'atmosphère. Voilà comment la température évolue avec l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle un hémagramme. Alors, c'est le seul référentiel non orthonormal. Quand vous êtes en cours, vous avez toujours du orthonormé. Là, ça, il n'est pas orthonormé puisque l'axe de température est à 45 degrés. Au fond de la montée, c'est l'altitude. Le ballon monte, il fait des mesures, et à chaque changement, on va reconstituer comme ça la coupe de l'atmosphère. Alors, le site historique, il est dans les Yvelines, puisque c'est là où a été inventé le radiosondage. À la fin du 19e, début du 20e. C'est là où la stratosphère a été mise en évidence. Avant 1896, les observations météorologiques... Elles étaient sporadiques. La météorologie moderne commence, je dirais, à peu près aux alentours de 1855. C'est le premier réseau de stations météorologiques qui a été créé par Urbain Le Verrier. On s'est perçu qu'en guerre de Crimée, on a perdu des bateaux sur une tempête. Personne n'avait prévu ces tempêtes. Et il a commencé à créer ce premier réseau d'observation qui, grâce à la création du télégraphe, commençait à échanger des données. Le vent vient de l'ouest. Ah, j'ai une station à l'ouest qui a vu la pluie. Elle arrive vers Paris. La météorologie a avancé. Avant, on a eu des mesures. Les instruments ont été inventés à la Renaissance. Thermomètre. Tout ça, c'est les balbutiements de la mesure physique, de cet intérêt pour l'atmosphère.
Mais la météorologie moderne, c'est vraiment la fin du 19e. Et au gré de l'évolution des technologies, on est arrivé à la météorologie moderne qu'on connaît actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme grande avancée? Les premières radiosondes, parce qu'avec le télégraphe, on a pu envoyer les données. Avant, les ballons, il fallait les accrocher avec une ficelle ou les suivre pour pouvoir retrouver les instruments, pour les retrouver s'ils n'étaient pas cassés. Ça limite la mesure. Les premiers radars météorologiques en après-guerre, le premier ordinateur en 68, le premier calculateur, plus gros que, je sais pas, la moitié du bâtiment, et pas à peine plus puissant que votre calculette, même pas. Enfin, ma premier météosat, les années 70. Les premiers satellites, je dirais, qui sont apparus dans les années 60, qui étaient des outils de télécommunication, c'est toujours le jeu d'avoir les informations le plus tôt possible. Et après, le boom des calculateurs pour arriver aux calculateurs qu'on connaît actuellement. Autre façon de mesurer, le radar, qui est implanté au sol et qui, dans 200 km, va scruter les précipitations autour de lui. Et enfin, on a vu l'atmosphère d'en bas, on voit l'atmosphère au milieu, il faut l'avoir du dessus, c'est l'arrivée des satellites météorologiques, avec quelques images, un cyclone, une éruption volcanique, et des perturbations sur l'Atlantique et sur l'Europe centrale. Et ce qui nous donne comme ça tout un réseau mondial de mesures. La France est membre de l'Organisation météorologique mondiale, qui va permettre l'échange de données sur les stations principales pour que tous les pays puissent faire de la météorologie. Et il y a beaucoup de pays? Je crois qu'actuellement, l'OMM, il y a 171 pays membres. WMO ou OMM. Donc voilà, tout ça pour récupérer les données de base et reconstituer un état de l'atmosphère le plus parfait qu'on puisse faire à tous les niveaux. Des équations. Alors ces équations de la mécanique des fluides, c'est Navier-Stokes, c'est vieux, mais il n'y avait rien pour les calculer à la main. Faire des petites opérations, c'est bien, mais il faut que en gros, à l'époque, on était capable de calculer, mais la prévision pour demain, je vais vous la donner un mois après. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va couper l'atmosphère en petits cubes sur l'altitude et sur toute la surface. Soit en global, soit en zoom sur une zone. Elles sont intégrées, ça veut dire qu'on va remettre toutes les observations, toutes les données qu'on peut avoir dans les cubes, et on va essayer de reconstituer comme ça, point par point, les évolutions. Et on va faire calculer nos évolutions de nos équations grâce à d'énormes calculateurs. Actuellement, la puissance de calcul, on est au pentaflop, 10 puissance 15 opérations la seconde. L'ordinateur prend plus beaucoup de place, c'est le système de refroidissement des microprocesseurs qui commence à chauffer. Voilà, on a un modèle global, le modèle français s'appelle Arpège, il fait une prévision de 12 heures à 5 jours, et il a une résolution de 7,5 km sur la France. Il est un petit peu particulier par rapport aux modèles globaux qui couvrent la planète en météorologie, c'est qu'il a une maille variable. La maille est plus petite ici, puis elle va s'étirer au fur et à mesure pour avoir des grandes mailles de l'autre côté. Ce qui tombe bien parce que de l'autre côté il y a que l'océan Pacifique, et donc il n'y a pas beaucoup d'observations, donc finalement il y a moins de choses à mettre dans les boîtes, et c'est comme ça qu'on a trouvé le moyen de garder cette continuité. Et de là, on a un modèle qui va aller moins loin, qui maintenant fonctionne jusqu'à 48 heures, qui a une résolution plus fine de 1,3 km qu'on appelle ARO. Il va couvrir une grande partie de l'Europe, mais comme prévision, aux frontières, il va prendre les prévisions d'Arpège. Ah oui, il y a les frontières, il y a les bords, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui rentre dans cette surface? Donc il est couplé, ce qu'on appelle des modèles couplés. Il y a un global et on couple un autre modèle. Alors comme ça, on peut coupler pas mal de modèles. Actuellement, on utilise deux modèles principaux globaux qui vont être celui du centre européen en vision, le CEP, et le modèle AROME comme modèle amalifié. Alors la différence, c'est que voilà comment les Alpes sont vues par Arpège. Pas terrible. Non. Voilà comment on les voit à Rome. Ouais, voilà, c'est plus, on commence à voir apparaître des vallées. Donc on va avoir un modèle plus fin qui a une meilleure résolution, qui a aussi de mode de calcul. Il y a certaines équations qui sont calculées qui ne pouvaient pas être calculées avec ce modèle-là. Est-ce que dans le futur, le but, ça ne serait pas de faire des plus petits calculateurs avec une précision... Non, les calculateurs, ils vont aller toujours de plus en plus puissants. Oui. Et donc, il faut trouver, soit on calcule plus vite, soit on fait moins d'approximations et on calcule plus de choses. Après, le but du jeu, c'est d'avoir des résultats pour faire de la prévision. Parce que quand on a fait les cubes, on a des résultats dans tous les cubes. C'est un gros puzzle, après, il faut recoller les morceaux. Parce que le but du jeu, c'est de faire des bulletins, c'est de faire des avertissements en fonction des besoins des gens. Alors, pour vous, c'est la télé, c'est le public qui va faire vos demain. Pour un agriculteur, c'est pas la même chose. Pour les gens de la sécurité, c'est différent. Pour les armées, c'est différent. Ça, voilà, pour les gens qui vont s'occuper plutôt de gestion des eaux, c'est des alertes avec des quantités de pluie. On a comme ça une multitude de clients. Donc les résultats, ils sont mis en forme quand même. Il y a des outils pour refaire des cartes. Et vous le verrez après en salle prévie, on se trouve maintenant avec grands outils, plusieurs écrans, de 3 à 6 écrans pour faire son travail, afficher plusieurs choses. Et de manière à expertiser par des prévisionnistes ce qu'on va faire. Il y a un modèle. Souvent sur les applications de portable, on fait sa météo. Il y a des sorties de modèles bruts. Il y a un modèle qu'elle calculé et puis il donne automatiquement des temps. Et sinon, il y a des expertises qui sont faites par des prévisionnistes. Un centre national à Toulouse, des centres interrégionaux, ce qui nous fait une prévision, ce qu'on appelle AMON, c'est les grandes bases de données qui vont être utilisées. Toute une partie prévisionniste conseil, alors, le centre météorologique de Trappes n'existe plus, qui vont s'occuper de prévisions plus précises adaptées à chaque client. Tout ça pour une batterie de clients institutionnels et commerciaux. Météo France, c'est un établissement public à caractère administratif qui a une partie commerciale. Donc il y a une mission régalienne, préfecture, cause, pompiers, pour la sécurité déjà, une première mission. L'image qu'on en connaît,
c'est la vigilance. Et après, toute une partie commerciale pour d'autres clients. Ça, c'est un exemple, la SNCF. On a avec Renault, SIAR, c'est un syndicat des eaux des Yvelines, Val d'Oise. Mais après, avec voilà, ça... on a le château de Versailles pour les alertes de vent, pour pouvoir fermer le parc. C'est commercial. Eh ben, on vend en fonction de ce qu'on a, ce qu'on sait faire et ce qu'ils veulent payer.